L'humiliation a un son. Le son sec d'un rire étouffé, des chuchotements lorsqu'on entre dans une pièce, du clavier qui s'arrête net dès que votre ombre franchit la porte. Je me souviens précisément du jour où j'ai entendu ce son pour la première fois. C'était un lundi comme les autres, et le café de la salle de pause était encore chaud. L'odeur du pain frais se mêlait à celle d'un parfum bon marché, un parfum trop prononcé. J'ai ajusté mon chemisier tout simple, appliqué du rouge à lèvres devant mon reflet dans la bouilloire et souri, essayant de croire que ce serait une bonne journée. Mais dans ce bureau, les sourires comme le mien étaient éphémères. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 23 ans. Je l'ai rejointe jeune, pleine d'espoir et déterminée à prouver que la compétence n'a ni couleur ni âge. Mais le temps passe, et la compétence d'une femme noire se perçoit différemment selon les personnes. Soudain, cette même voix assurée, jadis louée, commence à agacer. L'expérimentation devient de elle entêtement. Le leadership, de elle attitude difficile. Et le respect se mue en silence. C'est ainsi que tout a commencé, non pas par des cris, mais par des absences. Les regards insistants. Les réunions impromptues. Les courriels délibérément oubliés. Et le pire, les rires étouffés à la moindre erreur. C'était comme marcher sur un plancher de verre, sachant que la première fissure ne viendrait pas du poids de la faute, mais du plaisir de ceux qui attendaient de me voir tomber. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. J'ai tellement faim que j'ai presque fini par me convaincre que tout allait bien. Mais on ne survit pas longtemps en faisant semblant de ne pas saigner. Le premier coup dur fut déguisé en compliment. Le nouveau directeur blanc, jeune et arrogant déclara que j'étais un exemple de résilience, sur ce ton mielleux qui dissimule un venin. L'assemblée rit, et je ris aussi. Mais intérieurement, une brûlure me consumait. Car je savais ce qu'il voulait dire. Que je n'étais là que par chance, par ténacité, par pitié. Non par mérite. Et à cet instant, je compris. Il ne me voyait plus comme une collègue, mais comme une rescapée d'un endroit où je n'aurais jamais dû me retrouver. L'atmosphère se fit de plus en plus glaciale. On me confia des tâches insignifiantes, on me retira de mes responsabilités, et même mon bureau fut changé. On m'installa près de la réserve, pour faciliter la circulation des documents. Cette même réserve où la moisissure envahissait les murs et où la climatisation défectueuse rendait l'air lourd et suffocant. Là, au milieu de vieux cartons et de piles de papier, je commençais à comprendre ce que signifie l'exil au sein même de son travail. Mais la véritable humiliation restait à venir. Elle ne survient pas d'un coup. Elle s'insinue sournoisement, à travers les plaisanteries qu'on ne vous adresse pas en face, les silences dans les couloirs, les regards fuyants quand vous entrez dans l'ascenseur. Le pire, ce n'est pas quand ils parlent, c'est quand ils se taisent. Le silence est le tribunal de ceux qui vous ont déjà condamné sans vous laisser le droit de vous défendre. Et c'est dans ce silence que quelque chose en moi a commencé à changer. Au début, cela ressemblait à de la simple tristesse. Puis, ce fut la colère. Et ensuite, la sérénité. Car il existe une forme de calme qui naît lorsque l'âme comprend qu'elle n'a plus rien à perdre. C'est dans ce calme que j'ai commencé à observer, à écouter, à enregistrer. Le même regard qu'ils posaient sur moi, je le leur ai rendu, mais avec intelligence. Et c'est alors que l'histoire a véritablement commencé à changer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque mépris, chaque rire, chaque courriel oublié s'intégrerait à quelque chose de bien plus vaste. Parfois, la vengeance ne naît pas d'un cri. Elle naît d'un regard patient, d'une femme qui a appris à attendre le moment propice pour révéler ce qu'elle a toujours su. Le pouvoir change de main dès que la vérité trouve un témoin. Et j'ai trouvé le mien. Mais savez-vous ce qui se passe lorsqu'une personne qui a toujours été invisible décide de se montrer ? C'était par une journée grise, une de ces journées où l'air est lourd comme une plume, que j'ai réalisé à quel point j'étais au bord de la rupture. Il était 8h12, et j'avais déjà été interrompu 4 fois par des gens qui faisaient semblant d'ignorer mon travail, me demandant qui s'occupe du café, ou si je pouvais monter le courrier. Moi qui étais responsable de ce service depuis plus de 10 ans. Parfois, le racisme ne se manifeste pas brutalement. Il se présente sous un jour favorable, avec un sourire aux lèvres et un parfum de luxe. Il se déguise en plaisanterie, en négligence, en coïncidence. La salle était bondée. Le son des claviers résonnait presque comme une symphonie, et l'air froid de la climatisation me piquait les doigts. Chaque frappe était une tentative de garder son calme, de dissimuler à quel point cette atmosphère me rongeait déjà de l'intérieur. Lorsque le nouveau directeur est passé devant moi et a lâché « Vous êtes si calme, c'est sûrement un signe de maturité, quelque chose s'est brisé en moi ». Sa voix était polie, mais son regard ne mentait pas.
Derrière une fausse courtoisie se cachait le plaisir de me rabaisser. Je n'étais pas la seule. J'ai vu comment il regardait la femme de ménage, le gardien, tous ceux qui avaient une peau comme la mienne. C'était un mépris qui se passait de mots. Le silence suffisait. Un silence étouffant, qui vous engloutit. Et plus vous essayez de l'ignorer, plus il grandit en vous. Un après-midi, alors que je rangeais des rapports, j'ai surpris une conversation dans le couloir. Deux collègues, celle-là même qui m'appelait « tante », avec une familiarité feinte riait. L'une d'elles a dit « Je ne comprends pas comment elle fait pour rester là. À sa place, je serais déjà à la retraite. Elle doit avoir peur de ne rien trouver d'autre. » L'autre a répliqué « Ou peut-être que le patron la prend en pitié. » Le rire a retenti comme un coup de poignard. Je suis resté immobile, une feuille de papier tremblant entre mes doigts. C'est alors que j'ai compris que la pire des humiliations est celle qui se dissimule sous un masque de compassion. C'est quand on vous fait croire qu'on vous aide, alors qu'en réalité on vous rabaisse. Et là, au beau milieu de ce bureau glacial, j'ai décidé de ne plus jamais baisser la tête. J'ai continué à travailler, en silence. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. C'était un silence stratégique, un silence attentif. J'ai commencé à tout noter, chaque commentaire, chaque réunion où l'on m'avait ignoré, chaque courriel resté sans réponse. J'ai appris à transformer l'humiliation en trace écrite, la douleur en preuve. Avec le temps, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Quand une femme comme moi garde le silence, on pense qu'elle a baissé les bras. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a une énorme différence entre baisser les bras et faire des projets. Les semaines suivantes, l'atmosphère se tendit. Je souriais moins, ce qui les mettait mal à l'aise. Ce malaise était le signe que quelque chose changeait. C'était comme si, pour la première fois, ils avaient peur non pas de moi, mais de perdre le contrôle qu'ils croyaient avoir. Un soir, chez moi, assise sur la véranda avec une tasse de thé, je contemplais mes mains. Des mains qui avaient travaillé depuis l'enfance, qui avaient élevé des enfants, qui avaient porté le monde sur leurs épaules sans jamais recevoir d'applaudissements. Je repensais à toutes ces fois où, tout au long de ma vie, on m'avait fait croire que l'humilité était synonyme de soumission. Ce n'est pas le cas. L'humilité est une force tranquille, et c'est en elle que j'ai puisé mon courage. C'est aussi durant cette période que j'ai commencé à comprendre que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Il y avait quelque chose de plus grand derrière. Une répétition qui se perpétue depuis des générations. Des femmes noires qui donnent tout et ne reçoivent que la moitié. Et c'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car, au fond, elles savent que cette histoire nous parle à toutes. Le lendemain matin, j'avais une clé USB dans ma poche. Petite, discrète, inoffensive. Mais à l'intérieur se cachait quelque chose d'insoupçonné. Et tandis que je saluais chaque personne avec ma sérénité habituelle, je sentais mon cœur s'emballer. Certaines histoires ne changent pas quand on parle plus fort. Elles changent quand on décide d'écouter le silence et de transformer ce silence en force. Et mon moment approchait de plus en plus. Cette semaine-là, l'atmosphère au sein de l'entreprise était pesante, comme si les murs eux-mêmes respiraient la méfiance. Je sentais leurs regards me suivre dans les couloirs, des regards longs, insistants, feignant la neutralité. Leur façon de m'accueillir était différente. Trop polie, trop forcée. Une politesse née de la peur. Et la peur, j'ai appris, est toujours le signe que la vérité est sur le point d'éclater. La clé USB était toujours avec moi. Dans la poche de mon blazer, à côté de l'insigne que j'avais porté pendant tant d'années. Un petit objet, presque invisible, mais contenant tout ce qu'ils avaient tenté d'effacer. Les conversations, les messages, les enregistrements audio, les réunions enregistrées à leur insu. Chaque humiliation transformée en fichier. Chaque injustice étouffée par le silence. Je marchais calmement, mais intérieurement, j'avais l'impression de tenir une grenade sur le point d'exploser. Je me souviens de l'odeur du parfum coûteux de la directrice, mêlée à l'arôme sucré du gel hydroalcoolique qui imprégnait le bureau. Le bruit des talons sur le sol froid, les rires étouffés, la tension dissimulée sous un vernis de normalité. Tout n'était que façade, et j'ai toujours eu le don de déceler les apparences. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup pendant toutes ces années. Cette capacité à sourire quand ils voulaient me voir m'effondrer. Mais ce matin-là, en rédigeant des rapports désormais sans importance, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Le calme qui m'envahissait n'était pas celui de la vengeance, mais celui de la justice. La différence est subtile, mais essentielle. La vengeance naît de la colère, la justice, de la lucidité. Et j'étais plus lucide que jamais. Le dilemme qui me rongeait était silencieux.
Une partie de moi voulait simplement partir, tout abandonner et recommencer loin de là. Mais l'autre partie, celle qui portait le souvenir de ceux qui m'avaient précédé, savait que, cette fois, le silence serait synonyme de complicité. Je me devais quelque chose. Et je le devais aussi à ceux qui, comme moi, avaient été effacés des salles de réunion, des photos d'équipe et des récits de réussite. C'est alors qu'une réunion inattendue fut programmée. Le propriétaire de l'entreprise, qui se montrait rarement présent, annonça sa venue cet après-midi pour une évaluation interne. L'agitation commença tôt et chacun s'agitait nerveusement. Je restai dans mon coin, observant la scène. Dès son entrée, l'atmosphère changea. Tous se redressèrent, sourirent et modifièrent leur ton. Je le saluai respectueusement, le même respect qu'il m'avait toujours témoigné, discret, distant, mais sincère. Il me regarda un instant de plus que d'habitude. Et quelque chose dans son regard me fit comprendre que le destin avait déjà choisi ce moment. Dès le début de la réunion, j'ai su que la situation allait se retourner contre moi. La directrice, avec son charisme factice, s'est lancée dans un discours sur la productivité, l'engagement et le climat organisationnel. Elle parlait avec une aisance remarquable, comme si elle avait répété devant un miroir. Mais le propriétaire l'observait en silence, le menton appuyé sur ses mains, trop attentif. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé « Avez-vous quelque chose à ajouter, Madame Célina ?» L'air semblait s'être évaporé de la pièce. Je sentais tous les regards peser sur moi, attendant que je tombe, que je trébuche, que je sois embarrassé. J'ai pris une profonde inspiration. Et, avec la même sérénité qu'en préparant cette clé USB, j'ai simplement dit « Oui, je le crois. Mais je pense qu'il vaut mieux montrer que raconter. » Le gérant tenta de rire nerveusement. Le propriétaire haussa un sourcil. C'est alors que j'ouvris l'ordinateur portable, branchai la petite clé USB et laissai la vérité éclater au grand jour. Des voix commencèrent à s'échapper des haut-parleurs, des enregistrements audio dont il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un les ait conservés. Des rires, des commentaires, des insultes déguisées en plaisanterie. « Vieille, têtue, tu devrais être contente d'être encore là. » Le silence qui suivit fut brutal. Son visage pâlit. Certains tentèrent de dissimuler leur choc. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je les ai simplement regardés chacun en silence. Car à ce moment-là, il n'y avait plus rien à expliquer. Le poids des années, des humiliations, des rires, tout était là, entre ces murs blancs. Mais, pour la première fois, il ne reposait plus sur mes épaules, mais sur les leurs. Et lorsque le propriétaire de l'entreprise se leva, le bruit de la chaise traînée sembla annoncer ce qui allait suivre. Mais ce qu'il a dit ensuite, personne n'était préparé à l'entendre. Le silence qui suivit était presque palpable. On entendait le souffle retenu, comme si chacun craignait de rompre ce moment. Le propriétaire de l'entreprise restait immobile, me fixant puis fixant l'écran. Les voix enregistrées résonnaient encore dans ma tête, mêlées au tic-tac lointain de l'horloge. La directrice, jadis si sûre d'elle, gardait maintenant les yeux baissés, le visage impassible. Il y avait quelque chose de presque poétique dans ce renversement de situation. Ceux-là même qui s'étaient moqués de moi cherchaient désormais le sol, tentant d'échapper à leur propre reflet. Il hésita avant de parler. Il marcha lentement jusqu'au centre de la pièce, posa les mains sur la table et dit d'une voix ferme « J'ai tout entendu. Et ça ne restera pas impuni. » C'était la première fois depuis des années que j'avais le sentiment d'être vu pleinement. Non pas comme une employée ordinaire, non pas comme la femme invisible reléguée dans l'arrière-boutique, mais comme une présence, comme quelqu'un dont la souffrance avait enfin réussi à se faire entendre. Tandis qu'il parlait, je remarquai comment le soleil de l'après-midi inondait la pièce, projetant des taches de lumière sur le sol. Cela semblait symbolique. Ce rayon illuminait ma partie de la table, comme si le temps lui-même avait décidé de révéler qui détenait la vérité. Les autres détournèrent le regard. Certains tentèrent de se ressaisir, ajustant leurs papiers, toussant discrètement, faisant comme si rien ne les touchait. Mais moi, je le voyais. Je voyais la honte dans leurs mains tremblantes, le regret dissimulé derrière la hâte à rassembler leurs affaires. La réunion terminée, le propriétaire s'approcha de moi. Son geste était empreint d'une absence totale de précipitation, d'un respect silencieux. Il posa la main sur le dossier de la chaise et dit, d'un ton presque confessionnel, « J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Parfois, le pouvoir nous aveugle. » Ces mots ont résonné en moi pendant des jours. Car il ne s'agissait pas seulement de justice. C'était quelque chose de plus grand.
Il s'agissait de la reconnaissance d'une humanité qu'ils avaient si souvent tenté de me nier. Ce jour-là, j'ai quitté l'entreprise sans me retourner. Le couloir me paraissait différent. Mes pas, autrefois lourds, semblaient désormais légers, presque musicaux. Le bruit de mes talons résonnait comme un rappel de tout ce que j'avais enduré. Dans l'embrasure de la porte de l'ascenseur, la vitre reflétait mon visage. Et pour la première fois depuis longtemps, ce que je voyais me plaisait. Il y a des blessures qui ne guérissent pas avec des excuses. Elles guérissent avec la dignité. Et la dignité, c'est quelque chose que personne ne peut vous donner ni vous enlever. Les jours suivants, les messages commencèrent à arriver. D'anciens collègues, des personnes que je n'aurais jamais imaginées, me confiaient avoir vu ce que je traversais, mais être restés silencieux par peur. Je les lisais un à un avec calme. Il n'y avait aucune colère, seulement une sorte de paix mélancolique, comme celle de quelqu'un qui comprend que la vérité a son propre rythme pour émerger. Et c'est à ce moment précis de l'histoire que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage, laissant une trace silencieuse que le message les a touchés, peut-être parce qu'ils reconnaissent quelque chose d'eux-mêmes dans ce voyage. Je suis retourné dans l'entreprise une semaine plus tard, non plus comme employé, mais comme invité. Le propriétaire m'avait convoqué pour une réunion importante. L'atmosphère avait changé. Les sourires étaient désormais sincères, quoique timides. L'ancienne directrice n'était plus là. À sa place, une jeune femme noire, au regard déterminé et à la voix posée, présentait les nouveaux projets. En observant la scène, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de plus grand. La justice ne m'avait pas seulement libéré, elle avait aussi permis à d'autres de respirer. À la fin de la réunion, le propriétaire m'a remercié publiquement. Il a dit que certaines vérités ne sont révélées que lorsqu'on a le courage de les exposer. J'ai simplement souri. Car, au fond de moi, je savais que le courage n'était jamais le problème. Le problème, c'était à quel point le monde essayait de nous faire douter de lui. Quand je suis parti, le vent dehors me semblait différent. Plus léger, plus réel. Le genre de vent qui souffle après une tempête, quand l'air se dissipe enfin. Mais au fond de moi, je le savais, l'histoire n'était pas terminée. La suite allait changer bien plus que moi. Elle allait changer la façon même dont ce lieu se souviendrait de mon nom. Pendant des jours, l'écho de cette réunion me hantait. Chaque son, chaque regard, chaque silence semblait encore résonner en moi. Parfois, le matin, en préparant mon café, je repensais à l'expression de la directrice, à ce moment précis où ses propres paroles se retournaient contre elle. Il n'y avait ni cri, ni public surexcité. Juste le poids de la vérité, qui s'abattait sur la pièce comme un épais rideau de réalité. Mais ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas sa chute, mais ce qui a suivi. Le changement ne s'est pas fait en fanfare. Il s'est opéré dans les détails, dans la façon dont les gens ont commencé à me regarder, désormais avec un respect qu'ils m'avaient auparavant refusé, dans le soin qu'ils apportaient à la prononciation de mon nom, comme s'ils comprenaient enfin qu'il était porteur d'histoire, de souvenirs, de lutte. C'était étrange et beau de réaliser que quelque chose d'invisible avait changé. Un après-midi, de retour pour une brève visite, j'ai remarqué qu'ils avaient changé l'enseigne de la salle principale. Le nouveau slogan disait « Ici, chaque voix compte ». J'ai souri intérieurement. Je savais que ces mots n'auraient jamais existé sans mon silence délibéré. Le destin a parfois des ironies d'une grande finesse. Mais malgré ce sentiment de victoire, une inquiétude persistait en moi. Peut-être parce que je savais que la véritable transformation ne s'opère pas du jour au lendemain. Même si l'atmosphère semblait plus légère, la peur demeurait, cette vieille peur, héritée de mon enfance, qui murmure que tout pourrait redevenir comme avant. La peur d'être à nouveau effacé, de voir la justice bafouée, de réaliser que le monde ne change qu'en apparence. Et pourtant, à côté de cette peur, persistait un espoir tenace. Une petite flamme, mais inébranlable. L'espoir que mon histoire puisse servir de miroir à d'autres femmes. Qu'elles comprennent que la dignité n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Que le silence, lorsqu'il est empreint de force, peut crier plus fort que n'importe quelle offense. Je me souviens du jour où j'ai reçu un message d'une ancienne collègue. Elle disait « Merci. Après ce qui s'est passé, j'ai trouvé le courage de dénoncer ce qu'ils m'ont fait. » J'ai lu ce message les larmes aux yeux, car j'ai compris que la vengeance morale ne consiste pas à détruire l'autre, mais à faire ressurgir la lumière sur ce qu'il a tenté d'éteindre. Le temps a passé et l'entreprise a véritablement commencé à changer. J'ai vu apparaître de nouveaux visages, des visages semblables aux miens. J'ai vu des talents être reconnus, des portes s'ouvrir, des projets être signés par des personnes qui n'avaient même pas été sollicitées auparavant.
C'était comme assister à la reconstruction d'une vieille maison, brique par brique, avec patience et sincérité. Mais, au sein même de cette transformation, des ombres persistaient. Des gens qui feignaient de la soutenir, mais murmuraient en coulisses. Des gens qui se nourrissaient du malaise de voir une femme noire occuper un espace qui, à leurs yeux, avait toujours appartenu à quelqu'un. La différence, c'est que maintenant, je n'ai pas reculé. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, et je suis resté. Un jour, le propriétaire m'a pris à part pour une conversation privée. Il était différent. Son expression était plus légère, son regard plus humain. Il m'a dit qu'il voulait me demander un service, m'aider à créer un nouveau programme interne de diversité. Il parlait sincèrement, mais aussi avec une certaine gravité, peut-être une pointe de culpabilité. J'ai accepté, mais à une condition, je ne voulais pas que ce soit symbolique. Je voulais que ce soit concret. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre. La rue était silencieuse, éclairée par une lune immense. J'ai repensé à toutes ces fois où j'étais revenu de ce même endroit épuisé, avec le sentiment que tout avait été vain. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, le destin me plaçait dans le rôle inverse, non plus victime, mais actrice du changement. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Le pouvoir ne réside pas dans les cris que l'on pousse lorsqu'on est blessé, mais dans le fait de rester debout quand on s'attend à vous voir tomber. Pourtant, une petite voix intérieure me disait que l'histoire n'était pas terminée, qu'il manquait une pièce, quelque chose que je n'avais pas encore pleinement compris. Et ce sentiment commença à grandir comme un murmure au fond de ma poitrine, la prémonition que, même quand on croit avoir gagné, le destin a toujours une dernière carte à jouer. Les jours suivants, j'ai compris que la paix pouvait aussi être effrayante. Après avoir passé tant de temps sur le qui-vive, le calme me paraissait piégé. Je me levais tôt, prenais mon café en regardant par la fenêtre, et même alors, je sentais une angoisse sourde au fond de moi, un mélange de vigilance et de méfiance, comme si le passé planait encore, guettant le moindre moment d'inattention pour me blesser à nouveau. C'était étrange de vivre dans le silence après des années à entendre des chuchotements et des rires dans mon dos. À chaque visite dans l'entreprise, je remarquais de petits signes de transformation. La nouvelle directrice, cette jeune femme noire qui occupait désormais le poste, m'accueillit avec un sourire qui semblait porter le poids de tant d'histoires vécues avant elle. La fermeté de son regard me toucha profondément. C'était comme me revoir à une autre époque, avant les blessures, avant l'incrédulité. Et cela me fit penser que la plus grande victoire n'était peut-être pas d'avoir dénoncé l'injustice, mais d'avoir ouvert une porte qui m'était si souvent restée fermée. Mais même avec cette détermination, je savais que le chemin du changement n'est pas linéaire. Un après-midi pluvieux, alors que je revenais chercher des documents, je croisai deux anciens collègues dans le couloir. Ils se turent dès qu'ils me virent. Le même regard méprisant qui m'avait jadis dérobé avait disparu. Plus d'insultes, mais un malaise persistait. Cela me toucha profondément. Car je compris alors que le respect obtenu par la peur n'est qu'une pâle imitation du véritable respect. En attendant l'ascenseur, j'aperçus mon reflet dans les portes métalliques. Mes cheveux gris étaient élégamment tirés en arrière, mon expression sereine, mais mes yeux trahissaient encore une certaine lassitude. Non pas celle du corps, mais celle de l'âme qui avait lutté chaque jour pour sa dignité. Ce reflet semblait me demander « Et maintenant, que feras-tu du pouvoir que tu détiens entre tes mains ?» Sur le chemin du retour, la pluie s'intensifia. Les gouttes frappaient contre la vitre de la voiture comme de petits tambours, et ce bruit me ramena au début de tout. Je me souvenais de mon arrivée dans cette entreprise, il y a tant d'années, de ma peur de faire des erreurs, de ma volonté constante d'être 2 fois plus performante pour être considérée comme à moitié. Je me souvenais du premier regard en coin, de la première plaisanterie déguisée en gentillesse. Et je réfléchissais à la façon dont tout cela, d'une certaine manière, m'avait façonné. La peur était toujours présente, mais elle ne me contrôlait plus. Je l'observais comme on observe une vieille connaissance, quelqu'un qui m'a jadis fait trembler, mais qui n'a plus aucun pouvoir. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose de plus profond en moi. C'était comme si une vieille partie de moi, endurcie par la douleur, se dissolvait lentement. Le ressentiment perdait de son emprise, et à sa place, naissait une lucidité silencieuse. J'ai compris que la véritable vengeance n'était ni l'exposition publique, ni les applaudissements tardifs, mais la liberté de ne plus porter le poids de la haine. Pourtant, quelque chose me mettait mal à l'aise. Un courriel qui refusait de s'ouvrir, une conversation interrompue à mon passage, un regard échangé trop vite entre 2 réalisateurs. Des détails, infimes, mais omniprésents.
Comme si l'ombre de tout ce qui s'était passé refusait encore de se dissiper. Ce soir-là, en préparant le dîner, je ressentis de nouveau ce malaise. Le crépitement de l'huile dans la poêle, l'odeur de l'ail qui dorait, le grondement lointain du tonnerre, tout semblait porteur d'un mauvais présage. Je posai l'assiette sur la table et fixai le vide, cherchant à comprendre d'où venait ce malaise. Et puis j'ai compris, le combat ne s'arrête pas quand justice est rendue. Il change simplement de forme. Le défi était désormais différent, préserver mes acquis sans me perdre en chemin. Ne pas laisser cette blessure définir mon identité. Ne pas laisser le passé dicter qui je serais désormais. Dehors, la pluie continuait de tomber, et je regardais les gouttes ruisseler sur la vitre comme si elles dessinaient le temps. Il y avait quelque chose d'hypnotique là-dedans. Une beauté triste, et pourtant si réelle. C'était comme si le monde me rappelait que la lumière et l'ombre ne sont jamais vraiment séparées. Elles apprennent simplement à coexister. Et à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose de nouveau approchait. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui promettait de tout changer une fois de plus. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer comment le temps semblait se réorganiser autour de moi. Les gens se sont mis à me traiter avec un mélange de respect et de prudence, comme si ma présence portait un poids qu'ils ne pouvaient encore mesurer. Au début, cela m'a dérangé. Je ne voulais pas être le fantôme qui rappelle aux autres leurs actes. Mais, peu à peu, j'ai compris que ce malaise collectif était aussi une forme de transformation. C'était le silence de l'apprentissage. Le genre de silence qui précède la prise de conscience. La nouvelle politique interne a commencé à porter ses fruits. Des projets oubliés depuis des années ont refait surface. Des idées auparavant ignorées ont commencé à être entendues. J'ai vu de jeunes employés, notamment des femmes noires, prendre la parole en réunion avec un courage sans précédent. C'était comme si mon histoire avait ouvert une brèche dans la peur, petite, certes, mais suffisante pour laisser entrer la lumière. Et, au fond de moi, je savais que chacune d'elles portait en elle une part de ce que j'avais déjà vécu. La lutte pour être vue, le désir d'être entendue sans avoir à crier. Un après-midi, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un événement interne sur l'éthique et le respect. Je suis monté sur scène, les mains tremblantes, mais le cœur serein. J'ai regardé l'auditoire et j'y ai vu tant de visages attentifs, un mélange d'anciens collègues et de nouveaux arrivants. J'ai raconté mon parcours sans accuser personne. J'ai parlé de ce qui blesse, mais aussi de ce qui guérit. De la force de rester ferme même quand tout s'écroule. Et, tandis que je parlais, j'ai remarqué quelque chose d'inédit, la peur des gens se muant en réflexion. C'était comme voir la glace fondre lentement, mais inéluctablement. Après la conférence, j'ai reçu des dizaines de messages. Certains provenaient de personnes qui avaient auparavant fait semblant de ne pas me voir. D'autres étaient de jeunes gens qui disaient se sentir inspirés et encouragés à ne pas abandonner. J'ai lu chacun d'eux avec un mélange de fierté et de sérénité. J'ai compris que la douleur, lorsqu'elle est exprimée avec dignité, a le pouvoir de créer des liens. Mais tous n'ont pas fait preuve d'humilité. Malgré tous ces changements, certains ont encore tenté de saboter le processus. Un rapport, perdu, par-ci, une information omise par-là. La résistance sournoise de ceux qui craignent de perdre leurs privilèges. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. J'ai observé, consigné et agi avec calme. L'expérience m'a appris qu'on ne gagne pas en criant, mais en documentant, en révélant au bon moment. Ce moment est arrivé lorsque le propriétaire de l'entreprise a décidé de mener un audit complet. Il souhaitait examiner tous les secteurs afin de déterminer où subsistaient des manquements à l'éthique. J'ai été appelé à observer une partie du processus, et au milieu des rapports, une vérité troublante a été mise au jour. L'un des directeurs les plus anciens, celui qui a toujours cherché à me discréditer, était impliqué dans une manœuvre interne visant à manipuler les résultats et à favoriser ses connaissances. Ironie du sort, en essayant de me faire taire, il se tirait une balle dans le pied. Ce jour-là, le propriétaire me regardait différemment. Il n'y avait ni pitié, ni admiration forcée, mais du respect. Un respect silencieux, mais sincère. Il m'a demandé de l'aide pour reconstruire ce département. Et, pour la première fois, j'ai senti que l'entreprise me voyait non pas comme un survivant, mais comme un leader. Ce soir-là, seul chez moi, je me suis assise à table et j'ai contemplé mes mains. Ces mêmes mains qui, jadis, tremblaient de colère et d'impuissance. À présent, elles étaient fermes, sereines, marquées par tout ce qu'elles avaient enduré. J'ai songé à la façon dont la vie nous met à l'épreuve et comment, parfois, la récompense ne se manifeste pas par des applaudissements, mais par une justice silencieuse. La ville dormait dehors, et je ressentais la douce victoire d'une victoire mûre,
de celles qui n'ont pas besoin d'être étalées. C'était étrange de penser que ce même lieu où j'avais été humilié me demandait maintenant de l'aide pour se reconstruire. Comme si le destin avait décidé de me rendre peu à peu tout ce qu'on avait tenté de me prendre. Et c'est curieux de constater que, lorsque nous partageons des histoires comme celle-ci, certaines personnes s'y reconnaissent. D'autres se questionnent. Certaines ressentent même un malaise salutaire, celui qui éveille les consciences. C'est peut-être pourquoi, chaque fois qu'on entend ce genre de récit, on ressent le besoin de partager son propre vécu. Et si vous, qui êtes ici et maintenant, avez déjà éprouvé quelque chose de similaire, vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Car certaines blessures ne sont pas là pour nous arrêter. Elles sont là pour nous apprendre où nous ne devons plus jamais saigner. Mais malgré tout cela, quelque chose se tramait encore à l'horizon. Un petit détail, presque imperceptible, me laissait présager un dernier dénouement, plus proche que je ne l'imaginais. La semaine suivant l'audit, l'atmosphère au sein de l'entreprise changea presque imperceptiblement, mais je le sentais. L'air semblait plus léger, mais une tension sous-jacente persistait, discrète, comme le sifflement d'un fil électrique sur le point de se rompre. Les gens souriaient davantage, mais les regards restaient mesurés. Il y avait de la fierté, certes, mais aussi de la peur. Car chaque fois que la vérité éclate, elle n'entraîne pas seulement justice, elle entraîne aussi des conséquences. Le directeur évincé était devenu un fantôme hantant les couloirs, même en son absence. Personne ne prononçait son nom à voix haute, mais il était présent dans chaque conversation, planant dans l'air comme la poussière après une démolition. Et j'observais tout cela avec une sérénité qui m'étonnait. Ce chaos qui m'avait jadis intimidé me semblait désormais faire partie d'un cycle naturel, destruction et reconstruction. Je comprenais que parfois, ce qui apparaît comme des ruines n'est que le terrain préparé pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais les changements ne se limitaient pas à l'intérieur de l'entreprise. À l'extérieur, quelque chose se transformait aussi en moi. J'ai commencé à marcher seul après le travail, juste pour entendre mes pas, sentir le vent sur mon visage, voir la ville sous un autre jour. À chaque coin de rue, je me retrouvais face à d'anciennes versions de moi-même. La femme qui encaissait les insultes, qui doutait de sa propre force, qui confondait humilité et silence. Elle vivait encore en moi, mais elle semblait désormais m'observer de loin, comme pour me dire « Enfin, tu as choisi de te connaître ». C'est au cours d'une de ces promenades que j'ai reçu un appel inattendu. C'était le propriétaire de l'entreprise. Sa voix était différente, plus posée, presque vulnérable. Il m'a dit qu'il tenait à me remercier personnellement et qu'il comptait m'intégrer à un nouveau conseil consultatif. « Nous avons besoin de personnes qui savent ce que signifie résister », a-t-il déclaré. Et, pour la première fois, j'ai compris que ma souffrance était devenue un point de repère. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise dans le fauteuil, une tasse de thé à la main, je regardais la vapeur s'élever et se dissiper dans l'air. Je repensais à tout ce qui m'avait mené là, les humiliations, les longues heures passées à faire semblant de ne rien voir, les larmes cachées dans la salle de bain, les jours où j'avais songé à tout abandonner. Et j'ai compris que la douleur aussi est un enseignement, mais d'une manière silencieuse et impitoyable. Elle nous apprend à voir ce qui compte vraiment, à reconnaître qui nous sommes quand personne d'autre ne nous voit. Malgré cette clarté, un malaise persistait. J'avais l'étrange impression que ce nouvel ordre ne serait pas accepté par tous. Le pouvoir, lorsqu'il est ébranlé, réagit. Et je savais que certains n'avaient pas encore renoncé à me voir tomber. De petits signes commencèrent à m'alerter. Des rapports plus longs à rédiger, des réunions programmées à mon insu, des messages qui ne me parvenaient pas. Rien d'explicite, juste de quoi mettre ma patience à l'épreuve. J'observais tout en silence, sans confrontation. J'avais déjà appris que, dans certains jeux, gagner signifie ne pas se précipiter. Le temps est un allié cruel, mais juste. Un matin, en arrivant tôt, j'ai aperçu un dossier oublié sur le bureau du directeur. À l'intérieur, de vieux documents, des signatures douteuses, des transactions remontant à une période antérieure à l'audit. Un pressentiment me disait que ce dossier n'était pas là par hasard. C'était un piège ou une invitation. J'ai hésité un instant. J'aurais pu simplement l'ignorer, faire comme si je ne l'avais pas vu. Mais ma conscience me l'interdisait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai refermé le dossier, mémorisant chaque page. Les jours suivants, la tension monta de nouveau. Cette même atmosphère qui semblait se transformer auparavant vibrait désormais d'une énergie instable, comme si la vérité, une fois révélée, exigeait plus que ce que nous étions prêts à donner. Et, au fond de moi, je le savais, tout changement a un prix. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué une voiture garée de l'autre côté de la rue.
Phares éteints, moteur éteint. Un instant, j'ai cru rêver. Mais la même voiture était là le lendemain soir. Le même modèle, la même couleur. La vieille peur, celle que je croyais avoir vaincue, est revenue me hanter insidieuse, mais bien réelle. La différence, c'est que, cette fois-ci, je ne me suis pas laissé paralyser. J'ai fermé les rideaux, préparé du thé et me suis assise en silence. Le tic-tac de l'horloge emplissait la maison, marquant chaque seconde avec précision. Et au fil du temps, j'ai compris que l'histoire n'était pas terminée. Que la vérité que je croyais avoir révélée n'était peut-être que la surface de quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui attendait encore le moment propice pour émerger. Cette nuit-là, le silence dans la maison semblait plus pesant que d'habitude. Chaque bruit paraissait amplifié, le craquement du parquet, le vent qui s'engouffrait par les fenêtres, le tic-tac de l'horloge. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté pour observer mes prochains gestes. La voiture était toujours de l'autre côté de la rue. La même, immobile, discrète, telle une ombre patiente. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis à nouveau ce frisson familier, cette sensation que l'on éprouve quand la vie semble sur le point de révéler quelque chose qu'on ne peut plus dissimuler. Je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le salon, à contempler le reflet des réverbères sur la vitre. Parfois, on croit avoir vaincu la peur, mais elle finit toujours par revenir, déguisée, plus subtile, plus rusée. Et là, seul, j'ai compris que le véritable défi n'était peut-être pas ce qu'il m'avait fait, mais ce que je ferais de tout ce qui restait. Transformer la douleur en action exige plus de courage que d'affronter l'injustice elle-même. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau. Le couloir me paraissait interminable, la lumière encore tamisée, et le bruit lointain des imprimantes réveillait l'immeuble. Sur mon bureau, un nouveau dossier, identique à celui que j'avais vu quelques jours auparavant. Cette fois, il n'y avait plus aucun doute. Quelqu'un voulait que je le trouve. Le poids de ce simple objet, des feuilles, des agrafes, des noms me semblait disproportionné. C'était une nouvelle pièce du même jeu, peut-être une tentative pour me faire taire, peut-être un avertissement. J'ouvris le dossier avec précaution. Ce que je découvris me laissa sans voix. Des documents prouvant l'existence d'une vieille combine, bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Des virements signés par une personne jusque-là intouchable. Le nom du propriétaire de l'entreprise lui-même figurait sur certaines pages. Un instant, j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tout ce que je croyais avoir mis au jour n'était en réalité que la partie émergée d'un labyrinthe bien plus profond. Je suis sorti de la pièce et me suis dirigé vers la terrasse, cherchant à reprendre mon souffle. L'air froid du matin m'a fouetté le visage, et un instant, je me suis sentie toute petite face à l'immensité de la ville. Chaque fenêtre éclairée, chaque immeuble au loin, semblait receler une histoire semblable à la mienne. Des gens qui tentent de survivre dans des systèmes qui les engloutissent, qui luttent pour préserver leur intégrité au milieu du pouvoir. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais fermé les yeux pour ne pas trop en voir. À toutes ces fois où j'avais choisi le silence pour continuer d'exister. Désormais, le silence n'était plus un refuge. C'était une responsabilité. J'ai gardé les documents avec moi et j'ai passé le reste de la journée à observer. Chaque geste, chaque regard, chaque mot prononcé dans l'ascenseur ou en réunion semblait revêtir une nouvelle signification. Personne ne savait que j'avais tout vu, mais tous semblaient sentir que quelque chose avait changé. Le pouvoir change de main sans qu'il soit nécessaire de le crier sur tous les toits. En rentrant, j'ai fermé les rideaux et me suis rassis à table. Ma tasse de thé refroidissait à côté de moi, intacte. J'ai pris mon portable et regardé le numéro du patron. Celui-là même qui, quelques semaines auparavant, m'avait remercié de ma fidélité. Je me suis demandé si c'était lui qui avait laissé les dossiers sur mon bureau. Si je me mettais à l'épreuve, ou si je me mettais en garde. Le doute était une présence constante et pesante, comme un bourdonnement dans ma tête. Au fil de la nuit, j'ai commencé à comprendre que quelque chose de plus grand se tramait. Cette histoire, qui semblait s'être terminée de façon juste, n'était peut-être que le début d'une autre révélation. Et, au fond de moi, je savais que je n'avais que deux choix, faire comme si je n'avais rien vu et préserver la paix que j'avais enfin trouvée, ou replonger dans le chaos cette fois, pour quelque chose qui dépassait ma propre histoire. J'ai contemplé les murs de la maison, éclairés seulement par le reflet de la lampe. De vieilles photos y étaient accrochées, moi, plus jeune, en uniforme, les yeux pleins d'espoir. Combien de fois ce même regard avait-il cru à de vaines promesses? Combien de fois la foi dans le travail honnête m'avait-elle trahi? J'ai pris une profonde inspiration et fermé les yeux. Le souvenir de l'humiliation était encore douloureux, mais il s'était transformé en boussole.
Chaque cicatrice m'indiquait précisément ce que je ne devais pas tolérer. Et c'était peut-être là le but de tout cela, transformer la douleur en direction. Dehors, la voiture était toujours garée. Le moteur tournait cette fois, émettant un ronronnement faible, presque inaudible. Je restais immobile, observant à travers le rideau. L'ombre à l'intérieur de la voiture ne bougeait pas. Un instant, je sentis mon cœur s'emballer non pas de peur, mais de certitude. L'histoire n'était pas terminée. Et moi, qui avais été la cible, j'étais maintenant au centre de l'échiquier. Quelque chose allait se produire, et je le savais. La vérité, une fois de plus, allait frapper à ma porte. Ce matin-là, le bruit du moteur arrêté devant chez moi semblait vibrer dans ma poitrine. Un instant, passé et présent se confondirent. La peur d'avant, le courage d'aujourd'hui. J'attendis. Il fut 3h12. Quand la voiture se mit enfin en marche et disparut au coin de la rue, je compris. Certaines présences n'ont pas besoin de visage pour révéler leurs intentions. Il ne restait plus que le silence, dense et absolu, ce même silence qui précède les grandes décisions. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu mon reflet se fondre dans l'obscurité de la vitre. Le visage qui me fixait n'était plus celui de la femme humiliée, ni celui de l'employé qui demandait sans cesse la permission d'exister. C'était celui de quelqu'un qui avait enfin compris le prix de la liberté. Et c'est étrange comme la vérité a cette capacité de nous dépouiller de tout ce que nous ne sommes pas: rôle, position, apparence, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'essentiel, notre propre conscience. Les jours suivants, j'ai gardé mon calme. J'ai conservé les documents, organisé les copies, retracé les liens. Chaque détail révélait un schéma, chaque signature répétée racontait une histoire. La corruption n'était pas nouvelle, elle avait simplement appris à mieux se dissimuler. J'aurais pu tout livrer d'un coup, dévoiler les noms, provoquer un tollé. Mais j'ai compris que la justice, pour être véritable, a besoin de temps pour mûrir. En attendant le moment opportun, je continuais à travailler. Les regards curieux, les chuchotements dans le couloir, les courriels qui planaient dans l'air, plus rien de tout cela ne m'atteignait. J'en avais trop vu pour craindre de petites ombres. Et, d'une certaine manière, tout le monde le savait. L'attitude change quand la peur change de camp. Le propriétaire de l'entreprise m'a convoqué à une réunion. Il semblait différent, abattu, presque fragile. Il a dit avoir entendu des rumeurs, qu'une affaire plus grave pourrait éclater, et m'a demandé si j'en savais quelque chose. Je l'ai fixé en silence pendant quelques secondes. Son regard a vacillé, comme s'il ressentait le poids de son propre masque. Puis, calmement, j'ai répondu. Parfois, le silence est le seul moyen de laisser la vérité se révéler. J'ai quitté la pièce sans me retourner. Pour la première fois, j'ai senti que je n'avais plus besoin de preuves. Le temps ferait ce que je n'avais pas à faire. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques semaines plus tard, l'information se répandit. L'affaire parvint à la presse grâce à un tuyau anonyme. Audits externes, enquêtes, licenciements. L'entreprise fit la une des journaux, et avec elle, l'empire du silence qui la soutenait. Personne ne savait qui avait transmis les documents. Mais ceux qui avaient besoin de savoir, le savaient. J'ai été convoqué en privé par un nouveau comité de direction. Le ton était empreint de respect, presque de vénération. Ils souhaitaient que je reste, que je contribue à reconstruire ce qui avait été détruit. J'ai accepté, mais j'ai été clair. La dignité ne peut se construire là où règne encore la peur. Et c'est ainsi, sans cri ni vengeance manifeste, que j'ai obtenu justice. Un après-midi, après tout ce qui s'était passé, je suis retourné sur la terrasse, où des mois auparavant, j'avais cherché un peu d'air pour supporter le poids de ma découverte. Le soleil se couchait, dorant les immeubles, et le vent portait les bruits lointains de la ville. Klaxons, voix, vie. J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. C'était comme si chaque larme ancienne s'était transformée en lumière. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont tues par peur, à tous ces jours où le silence était pris pour de la faiblesse. Mais le silence peut aussi être une stratégie. Parfois, c'est dans le silence que naît la force qui change tout. Et maintenant, avec le recul, je comprends que l'humiliation qui a failli me détruire était le germe de ma libération. Car le pouvoir de se relever ne réside pas dans ce que les autres nous font, mais dans ce que nous choisissons de faire de ce qui reste. Si ce récit vous est parvenu, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être, vous aussi, portez-vous un secret, quelque chose que le monde n'a pas encore perçu. Et si tel est le cas, laissez une trace silencieuse de votre foi toujours en la force de la vérité. Exprimez ce que ce cheminement a éveillé en vous, car de telles histoires ne restent pas isolées. Elles trouvent un écho chez ceux qui ont besoin de les entendre.
Aujourd'hui, lorsque je parcours les mêmes couloirs où j'ai jadis été humilié, je comprends que la victoire ne réside pas dans les applaudissements, mais dans le fait de ne pas se soumettre. La vengeance n'était pas destruction, mais transformation. Et c'est avec cette force que se construit un nouveau départ. Car, au final, la justice ne consiste pas à voir l'autre tomber. Il s'agit de se voir soi-même debout, entier, après tout.